le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, je suis avec Géraldine Skurnik. La dernière fois, nous avions fait un podcast sur l'obésité, extrêmement intéressant d'ailleurs. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du diabète, parce que tu es endocrino et diabétologue. Quelle nouveauté dans cette maladie actuellement ? Alors, il y a eu les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties il y a quelques mois et qui ont beaucoup changé en fait la prise en charge avec l'arrivée des nouveaux médicaments. Alors, ils sont plus si nouveaux que ça, ils ont quelques années quand même derrière eux, mais notamment vis-à-vis de leur positionnement. Et ces deux grandes classes de molécules, c'est ce qu'on appelle les analogues du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2 ou les glyphosines. En fait. Juste pour que les gens qui n'y connaissent rien comprennent un peu, le GLP-1, c'est quoi ? Le GLP-1, c'est une hormone intestinale qui aide à la sécrétion de l'insuline, qui est la seule hormone du corps qui permet de faire baisser le taux de sucre. Et donc, en fait, le GLP-1 qu'on a dans notre corps, il a une très courte durée de vie. Et donner des analogues du GLP-1, ça permet d'avoir une molécule qui va durer plus longtemps, qui va donc permettre d'avoir une sécrétion d'insuline plus importante. Et puis aussi, il agit sur la vitesse avec laquelle l'estomac se vide. Donc du coup, ça la ralentit et l'estomac va se vider plus lentement. Et donc du coup, le bol alimentaire va arriver plus lentement dans le tube digestif et va être plus lentement absorbé. Et donc, c'est des médicaments qui se font par voie sous-cutanée, c'est-à-dire c'est des piqûres qu'il faut faire soi-même une fois par semaine. Maintenant, c'est une fois par semaine. Au tout début, il y a 20 ans, on les faisait tous les jours. Maintenant, c'est une fois par semaine. Et par contre, ce qu'il faut bien expliquer aux patients, c'est qu'ils peuvent avoir des effets indésirables, ces médicaments, souvent liés à leur mécanisme d'action, liés sur ce retentissement de la vitesse avec laquelle l'estomac se vide. Donc, il faut bien les expliquer aux patients. Ça peut donner des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Donc souvent on commence ces médicaments à petite dose pour voir comment ils les tolèrent et si ça va bien on peut monter les doses. Entre parenthèses, ce sont les mêmes médicaments qu'on utilise dans l'obésité. Exactement, c'est les mêmes médicaments, mais alors attention, ils sont pris en charge dans la pathologie diabète, mais ils ne sont pas pris en charge, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas remboursés dans la pathologie obésité. Ils n'ont pas le même nom et c'est vrai qu'ils coûtent très cher. D'accord. Ce sont des cures que l'on fait dans l'obésité, alors que là, c'est tout le temps ou c'est un traitement à vie ? Alors, dans le diabète, c'est une maladie chronique. A priori, on ne guérit pas du diabète. Donc, les traitements, quand on les commence, on va les continuer, sauf si à un moment donné, on ne peut plus les prescrire pour des raisons diverses et variées, parce qu'on ne peut plus tolérer ce médicament. Donc oui, c'est des médicaments qu'on va continuer au long cours, en fait. En ce qui concerne la prise en charge de l'obésité, a priori, c'est encore en discussion, mais peut-être que chez certains patients, oui, il faudra les continuer très longtemps. Mais à ce jour, on est sur des durées de mise sous traitement de 12, 18, 24 mois. Puis il faut bien se rendre compte que comme c'est des médicaments qui sont payants dans l'obésité, c'est beaucoup plus cher. Et que quand on est sur des médicaments qui peuvent coûter plus de 200, 300 euros par mois pendant 18 mois, ça a un coût important pour le patient. Donc tout ça, ça se rediscute en consultation régulièrement avec le médecin qui a prescrit le médicament pour réévaluer la nécessité ou pas de la prescription. Et c'est très différent du coup dans le diabète puisqu'ils sont pris en charge, mais ça n'empêche pas qu'à chaque consultation avec son diabétologue, il faut savoir si on tolère bien le médicament, s'il n'y a pas trop d'effets indésirables, si on peut le continuer, si on monte la dose ou pas. Et éventuellement, s'il est mal toléré pour une certaine dose, on peut redescendre à la dose antérieure ? Alors, soit on est sur une dose efficace, oui, on peut redescendre à la dose antérieure qui était mieux tolérée et qui reste efficace. Soit s'il n'est pas du tout toléré, on va changer de classe médicamenteuse. D'accord. Alors, à part cette classe thérapeutique, il y en a une autre aussi qu'on propose maintenant aux patients, voilà, les glyphosines. Oui. Alors, ces nouveaux médicaments, donc c'est soit les glyphosines, soit les inhibiteurs du SGLT2. En fait, c'est des médicaments qui ont un mode d'action très particulier, très innovateur dans le diabète. Jusqu'à maintenant, tous les médicaments dans le diabète agissaient au niveau de l'insuline, soit en favorisant son efficacité au niveau des cellules, des muscles, comme la metformine ou le glucophage, soit en stimulant la sécrétion d'insuline, comme donc les analogues dont on vient de parler, ou les sulfamides qui ont été utilisés pendant des années, qui sont encore utilisés, ou la plupart des autres médicaments.
Et en fait, les glyphosines, ils ont un mécanisme d'action au niveau rénal. Ils vont permettre d'augmenter l'excrétion du taux de sucre, du sucre dans les urines. Donc en fait, on va faire baisser le taux de sucre dans le sang en l'éliminant de façon plus importante dans les urines. C'est un vrai mécanisme innovateur. Par contre, comme toujours, il peut y avoir des effets indésirables avec ces médicaments. Donc, quels sont-ils ? alors, du coup, si on a du sucre à éliminer dans les urines, on va aller faire potentiellement plus souvent pipi. Donc, on va plutôt essayer de les prendre le matin plutôt que le soir avant d'aller se coucher pour éviter de se lever la nuit. C'est des médicaments qui peuvent aussi parfois favoriser le risque d'infection, notamment urogénitales, les urétrites ou les mycoses vaginales chez les femmes. C'est des médicaments qui peuvent avoir un effet sur la tension artérielle puisqu'ils nous font faire plus pipi. Donc, ça peut entraîner une petite baisse de la tension artérielle. Et puis, de façon très exceptionnelle, c'est des médicaments qui peuvent augmenter le risque d'infection cutanée bactérienne ou développer quelque chose qu'on appelle une acidocétose, c'est-à-dire à un moment donné dans le corps où on va avoir un besoin en insuline qui n'est pas bien réglé. Alors, c'est généralement dans des situations en chirurgie ou s'il y a une infection extrêmement sévère. Et bien, le corps, en fait, va utiliser d'autres molécules que les glucides pour fabriquer de l'énergie pour les cellules. Il va utiliser les protéines dans les muscles ou les tissus, le tissu gras, les acides gras. Et il va créer quelque chose qu'on appelle l'acétone et qui va s'accumuler et qui est toxique en fait pour le corps. Et donc ça se révèle par des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Donc souvent, en tant que diabétologue, quand je prescris cette molécule, j'explique aux patients que quand ils ont ces signes digestifs, il faut vérifier s'ils ont de l'acétone ou pas, soit dans le sang, soit dans les urines, par un petit test très simple qu'on leur explique en consultation. Et que s'ils ont de l'acétone, ils doivent aller aux urgences pour consulter. Il n'y a pas une question d'odeur, justement un peu de pomme, non ? Si, il peut y avoir de la pomme, mais alors ça, c'est plutôt chez le diabétique de type 1, quand il a vraiment beaucoup d'acétone. On ne va pas attendre d'avoir l'odeur chez le patient diabétique de type 2 sous glyphosine. Ce serait bien de s'en rendre compte avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de remarquable, ces nouveaux médicaments parce que nous, les cardiologues, on les connaît bien ici, parce qu'ils n'ont pas une action uniquement sur le diabète, mais aussi sur le système cardiovasculaire. Exactement, c'est la première fois qu'on arrive à démontrer avec des médicaments pour le diabète qu'on a une efficacité dans la protection cardiovasculaire en dehors de l'efficacité juste sur la baisse de la glycémie. Et donc, c'est des médicaments extrêmement polyvalents, extrêmement puissants du point de vue diabétologique, mais extrêmement protecteurs à la fois au niveau cardiovasculaire et puis pour les glyphosines aussi au niveau rénal. Alors, ceci dit, on commence à avoir des données dans la littérature sur ces analogues du GLP-1, ces médicaments qu'on fait en injection toutes les semaines, qui auraient aussi un effet protecteur sur le rein. Donc, c'est vraiment des molécules qui permettent de baisser la glycémie, qui protègent le cœur, qui protègent le rein et qui, pour certains d'entre eux, peuvent faire perdre du poids de façon plus ou moins importante. Oui, c'est assez fabuleux parce qu'on sait que le diabète, en plus, une des cibles du diabète, c'est le rein. Et que l'insuffisance rénale, c'est une des complications du diabète chez beaucoup de diabétiques. Et donc là, on a un médicament qui va repousser la survenue d'une insuffisance rénale, voire ne jamais l'éviter, quoi. Oui, d'ailleurs, ces glyphosines, elles peuvent être utilisées et dans le diabète, mais aussi juste dans l'insuffisance rénale. En fait, c'est un médicament qui est tellement polyvalent que les néphrologues peuvent le prescrire, même sans diabète, en cas d'altération de la fonction rénale. Et les cardiologues aussi. Vous pouvez les prescrire sans diabète en cas d'insuffisance cardiaque pour certaines d'entre elles. Exactement, c'est un médicament qui a révolutionné, qui est rentré pour les cardiologues dans les recommandations du traitement. On a 5 piliers de traitement, donc 4 médicamenteux qui sont les bêta-bloquants, les diurétiques, les bêta-bloquants et les glyphosines. J'en ai oublié un au passage que j'ai, et les IEC ou Sartan ou Entresto. Et le cinquième étant la réadaptation cardiaque, qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, on va y revenir probablement en parlant de maladies chroniques, parce que ça, on est dans les maladies chroniques. Et on s'aperçoit que dans les maladies chroniques, la prise en charge multidisciplinaire est extrêmement efficace. Et elle vient en complément des médicaments. Et probablement dans le diabète, je vois très très bien des centres s'ouvrir de réadaptation du diabète
ou d'une prise en charge multidisciplinaire avec de l'activité physique, tout ça dans une même structure, quoi. C'est toujours la première prise en charge du diabète, en fait. Le diabète, la première prise en charge, la première chose à faire, c'est les Bouger. modifications du mode de vie. C'est bouger, changer potentiellement son alimentation. Et ça, c'est la première chose à faire chez les patients chez qui on découvre un diabète et qui ont un niveau de glycémie, un niveau de taux de sucre dans le sang qui n'est pas trop élevé. Effectivement, C'est si par ce qu'on appelle le prédiabète, c'est ça? Non, même quand... Alors, le prédiabète, c'est autre chose, on va y revenir, mais quand on a une glycémie qui est juste au-dessus de la norme, enfin, juste au-dessus du seuil de diabète, on peut démarrer juste par des modifications du style de vie, sans forcément des médicaments. Le prédiabète, c'est cette zone un peu grise, où on n'est pas diabétique, mais on n'a plus un taux de sucre strictement normal, en fait. Il est un peu variable, alors il peut être moins bon avant les repas, le matin, un jeun, il est entre 1,10 g, 1,26 g, parce que 1,26 g, c'est la définition du diabète. Et puis, après les repas, il est au-dessus de 1,40 g, mais en dessous de 2 grammes. Donc, on peut parler de prédiabète, ou on peut parler, quand la glycémie au réveil est un peu trop haute, d'hyperglycémie modérée à jeun. Et quand c'est la glycémie après les repas qui est trop haute, on parle d'intolérance aux hydrates de carbone. Tout ça, c'est des mots très compliqués pour dire que, attention, là, on est dans une situation où il faut faire attention, changer des choses potentiellement dans sa façon de vivre au jour le jour pour éviter de développer un diabète de type 2. Eh bien, merci beaucoup Géraldine et à bientôt. À bientôt.